Attaque armée au Burkina Faso, un policier et 2 supplétifs civils enrôlés dans la lutte anti-djihadiste ont été tués dans 2 attaques séparées. Ouverture de la session parlementaire de mars en République démocratique du Congo, plusieurs points à l'ordre du jour, dont la validation de l'équipe du Premier ministre Sama Lukonde. Et puis, journée de répression meurtrière en Birmanie ce dimanche. De nouvelles manifestations prévues ce lundi, au lendemain d'un vibrant appel à la résistance lancé par un dirigeant de l'opposition. Annonceurs, entrepreneurs, promoteurs et chefs d'entreprise, choisissez dès à présent votre meilleur partenaire média, Idéal Production. Idéal Production est basé à Cotonou au Bénin. Idéal Production, le partenaire exclusif de Sika TV en Afrique. Voilà pour le sommaire de cette édition. Bonsoir et bienvenue à tous. Un policier et 2 supplétifs civils enrôlés dans la lutte anti-djihadiste ont été tués dans 2 attaques séparées au Burkina Faso. Les policiers effectuaient une mission de reconnaissance après le signalement de la présence d'individus armés non identifiés dans la zone, une zone qui connaît également une recrudescence du grand banditisme. Reportage. Au Burkina Faso, un binôme de policiers a été pris pour cible samedi lors d'une embuscade dans le sud-ouest du pays, dans une région frontalière de la Côte d'Ivoire et du Ghana, selon une source sécuritaire. Les policiers effectuaient une mission de reconnaissance après le signalement de la présence d'individus armés non identifiés dans la zone, qui connaît également une recrudescence du grand banditisme. Dans la même journée de samedi, des individus armés ont attaqué un groupe de volontaires pour la défense de la patrie à Rofenenga, localité située près de Kaya, cette fois dans le centre-nord du pays. Le bilan de cette attaque contre une base des volontaires est de 2 décès et 1 blessé. Mis en place en décembre 2019, les volontaires pour la défense de la patrie sont des civils recrutés dans leur zone de résidence pour participer à la lutte anti-djihadiste. Après une formation militaire de 14 jours, ils exercent des missions de surveillance, d'information et de protection. Ils font également office de pisteurs et combattent souvent aux côtés des forces de défense. Le 6 mars, un soldat et 5 de ses supplétifs civils ont été tués lors d'une embuscade contre un détachement militaire dans le nord du pays. Autre embuscade au Nigeria, une embuscade djihadiste contre un convoi militaire dans l'état de Borno, dans le nord-est du pays, a fait 19 morts. Des hommes en uniforme tués. L'attaque est revendiquée par le groupe État islamique en Afrique de l'Ouest, ISWAP. Plus de précisions. Encore les mois au sein de l'armée nigériane, 19 tués, soit 15 soldats et 4 miliciens pro-gouvernementaux. Tous ont péri dans une embuscade djihadiste contre un convoi militaire dans l'est de Borno, au nord-est du pays. Nous avons perdu 15 soldats et 4 membres des JTF, milices locales, dans cette embuscade terroriste menée dans la forêt près de Goutumbali, a déclaré un officier s'exprimant sous couvert d'anonymat. 13 autres membres du convoi, dont 10 soldats, ont été blessés dans l'attaque. Le convoi d'une dizaine de véhicules se rendait dans des localités de Goutumbali à Koukaya pour prendre part à une opération militaire quand il est tombé dans une lourde embuscade selon une autre source qui a fait état du même bilan. Les victimes ont été ramenées dans la ville de Maïdougouri, capitale régionale de l'État de Borno, a précisé cette seconde source. L'un des leaders des JTF, Oumar Hari, a lui aussi confirmé ce bilan, précisant qu'un responsable de cette milice, Youssouf Baba Idriss, patron des JTF, à Koukaya, faisait partie des 4 miliciens tués. Dans un communiqué rendu public, l'ISWAP, groupe État islamique en Afrique de l'Ouest, a revendiqué l'attaque, affirmant avoir tué 33 membres du convoi et fait un prisonnier, tandis que les survivants ont pris la fuite. Le groupe affirme également avoir détruit 4 véhicules militaires, en avoir saisi 7 autres, ainsi qu'un grand nombre d'armes et de munitions. L'ISWAP, affilié à l'État islamique, l'EI, a fait sécession de Boko Haram en 2016 et s'est retranché essentiellement dans la zone du lac Tchad, région frontalière stratégique aux confins du Nigeria, du Tchad, du Cameroun et du Niger. Débuté en 2009, le conflit a fait près de 39 000 morts et près de 2 millions de déplacés dans le nord-est du pays, selon l'ONU.
Au lendemain de l'embuscade, des chefs militaires nigérians se sont rendus au chevet des soldats blessés évacués à l'hôpital de Maïdougouri. La visite surprise de reconfort s'est achevée par une adresse à l'ensemble de la troupe au sol. Plus de précisions avec le général Luki Irabor. Il est le chef du personnel de défense. On l'écoute. Il s'agit d'une visite écrite, d'une visite personnelle, principalement pour encourager nos hommes, pour les motiver à connaître leurs défis et à résoudre les problèmes sur le terrain. Donc c'est un endroit calme. Le rapport que le commandant nous a donné est satisfaisant et nous continuerons à les encourager parce que c'est spécialement ce que nous avons prévu. Vous savez, le contre-terrorisme est un travail en cours. Ce n'est pas un état en soi. C'est-à-dire qu'on met en place la paix, mais ce n'est pas un produit. Donc nous continuerons à y travailler et en temps voulu, chaque espace, chaque bord de terre, y compris les boules des équipes, sera contrôlé par l'autorité civile. À présent, nous vous ordonnons de dire que tous les problèmes de violence et d'insécurité, en particulier dans la zone de l'opération Lafia-Dole, doivent prendre fin. Je sais que les résultats de votre commandant et l'engagement qu'ils ont montré nous permettront d'y parvenir. Vous me le promettez, n'est-ce pas? Je compte sur vous. Je le disais en titre, en République démocratique du Congo, la session parlementaire s'ouvre ce lundi, une session ordinaire de mars très attendue dans le pays. Elle intervient au lendemain des changements politiques et le renversement de la majorité. C'est désormais l'Union sacrée pour la nation qui remplace la coalition FCC-Cash. Cette session du nouveau départ sera marquée par la nomination d'un gouvernement de l'Union sacrée pour la nation, l'équipe du Premier ministre Sama Lukonde. L'un des points importants à l'ordre du jour, c'est la présentation et l'investiture. Le Premier ministre déjà nommé a eu à consulter les différentes composantes de la société congolaise, acteurs politiques, membres de la société civile et autres personnalités qui ont adhéré à la vision du président Félix Tshisekedi. D'autres points sont à l'ordre du jour et ils risquent d'être clivants, notamment sur le renouvellement de la Commission électorale nationale indépendante. La question est en discussion au Parlement depuis le mois d'octobre. Les différentes composantes de la société civile ne sont pas parvenues à un accord sur un nom. Un responsable d'une confession religieuse demande d'avoir plus de visibilité sur cette question et dénonce la tentative du FCC d'imposer Rantsa Malonda par le biais des églises du réveil. D'autres préalables, comme le recensement ou l'identification de la population, sont attendus pour des élections de 2023. Retour sur la journée électorale en Centrafrique. Les Centrafricains ont voté pour le second tour des législatives, mais aussi pour le premier tour dans une majorité de bureaux, puisque moins d'un électeur sur 3 a eu accès aux urnes fin décembre en pleine offensive de rebelles dans ce pays en guerre civile depuis 8 ans. Globalement, le scrutin de ce dimanche s'est déroulé dans le calme. Les détails. L'enjeu dimanche était faible. Le pouvoir de Faustin Archange Touadéra devrait sans difficulté conserver sa majorité à l'Assemblée nationale, mais tout le monde avait les yeux rivés sur d'éventuelles violences dans les campagnes où les rebelles se sont repliés et menacent toujours, jurant de renverser le pouvoir de Touadéra. Le 27 décembre, les scrutins avaient été considérablement perturbés par l'offensive annoncée sur Bangui d'une coalition des plus importants groupes armés qui occupaient depuis plusieurs années plus de 2/3 du territoire et avaient juré d'empêcher la réélection du président Faustin Archange Touadéra. Je constate malheureusement que, contrairement au 27 décembre, il n'y a pas un véritable engouement. Mais si vous voulez, d'une manière générale, c'est ce qui se passe parce qu'il y a la culture électorale que les gens n'ont pas nécessairement. Vous voyez, je suis observateur international des élections un peu partout en Afrique. Quand les gens votent une première fois, ils ne voient plus l'utilité de voter une seconde fois. Parce qu'ils se disent, on n'a qu'à comptabiliser leur voix. Ça, c'est une question de culture. Le scrutin perturbé fin décembre a paradoxalement permis au régime Touadéra de se renforcer en reprenant militairement du terrain depuis.
Au moins un manifestant a été tué dimanche en Birmanie dans des manifestations contre le coup d'État militaire. Celles-ci se poursuivent au lendemain d'un vibrant appel à la résistance lancé par un dirigeant de l'opposition contre ce qu'il qualifie de dictature injuste. Il faut que le soulèvement l'emporte, a déclaré Man Win Kentan dans une vidéo publiée samedi soir sur la page Facebook du CPRH, un parlement fantôme constitué par d'ex-députés élus, passés à la clandestinité pour la plupart. Pour celui qui a été désigné par le CRPH la semaine dernière comme vice-président par intérim et qui dirige à ce titre le gouvernement d'union, c'est le moment le plus sombre de la nation et la lumière de l'aube est proche. Pour le haut responsable de la Ligue nationale pour la démocratie, le parti du prix Nobel de la paix Aung San Suu Kyi, il s'agit aussi du moment qui teste les citoyens pour voir à quel point ils peuvent résister à ces temps obscurs. Depuis la prise du pouvoir par les militaires, des manifestations se poursuivent quotidiennement pour réclamer le retour de la démocratie et la libération d'Aung San Suu Kyi. Elles sont durement réprimées par les forces de l'ordre avec des gaz lacrymogènes, des balles en caoutchouc, mais également des balles réelles. La répression a fait plus de 80 morts, estime un groupe local qui comptabilise les victimes. La junte dit avoir été contrainte de s'emparer à nouveau du pouvoir en alléguant de nombreuses fraudes aux élections de novembre remportées par la LND. Au moins 18 personnes ont été tuées ce dimanche. Et la télévision d'État a annoncé que la junte au pouvoir a imposé la loi martiale dans 2 communes de l'agglomération de Rangoon. A précisé que l'audience d'Aung San Suu Kyi, l'ancienne chef de facto du gouvernement civil qui devrait comparaître en vidéoconférence dans la matinée, a dû être reportée faute de connexion Internet. Et ce sera tout pour ce journal. Merci de votre attention. Restez avec nous. L'information est en continu sur Sika TV. Restez informés à chaque instant sur Sika.